Allez, encore quelques minutes d'attention. Je vais aller assez vite. On a trois articles aujourd'hui à vous présenter. Le premier, on va un petit peu parler des IKSS. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un nom un peu barbare pour parler des indicateurs de la qualité de la sécurité des soins. Et en fait, ils sont nombreux. Nos tutelles, notamment l'HAS, nous évaluent là-dessus. Ce sont des critères que l'on utilise notamment pour les certifications. Et il y en a un assez récent dont on parle de plus en plus, en tout cas dont on parle de plus en plus, c'est le taux de réadmission à 30 jours. Et ce taux de réadmission à 30 jours, en fait, on peut l'améliorer de plein de moyens, en mettant des aides à domicile efficaces, en reprenant bien les traitements habituels. Et il y a un nouveau concept qui arrive, qui est la consultation après l'hospitalisation. Alors, le problème de ces critères-là, c'est que parfois le système est un peu schizophrène. Il faut être sûr d'avoir bien hospitalisé, faire le bon diagnostic, faire le bon traitement, qu'il reste hospitalisé le moins longtemps possible, que le compte-rendu soit prêt dès la sortie et bien sûr qu'il ne revienne pas à l'hôpital. Donc parfois c'est une équation un peu compliquée et c'était une petite parenthèse. La question que je vous posais par rapport à ce taux de réadmission, c'est que quand vous avez une consultation 7 jours, quand on organise chez le médecin traitant une consultation 7 jours après une hospitalisation, est-ce que, au final, les patients hospitalisés reviennent moins à l'hôpital et ils ont donc un taux de réadmission inférieur? Alors vous avez répondu oui en grande majorité, c'est effectivement le cas. C'est un article du JAMA qui est paru tout récemment et en fait alors c'est une étude de cohorte rétrospective, il y a des biais pour comparer un petit peu les deux groupes, mais en gros ils ont pris deux groupes, un groupe où il y avait une consultation après l'hospitalisation, un groupe sans, c'était des hospitalisations en médecine, donc c'était pas de la chirurgie, pas de la réanimation, c'était en gros un service de médecine polyvalente, un service de médecine interne, et ils ont remarqué au bout du compte, un mois plus tard, qu'il n'y avait que 12% de réadmission dans le groupe avec consultation post-hospitalisation et plutôt 17-18%, ça dépend un petit peu de leurs chiffres statistiques pour le deuxième groupe. Donc il semblerait qu'il y ait un bénéfice à organiser un peu de façon systématique des consultations après une hospitalisation. Alors vous nous voyez venir, il n'y a pas de piège là-dedans, mais d'une part, cette consultation, elle existe, elle a même une facturation, une tarification particulière. L'idée, le staff 5 a mis en étude de faire du lien ville-hôpital, c'est de décloisonner tout ça. C'est d'ailleurs les objectifs de santé qu'a présenté la ministre bientôt. On parlera maintenant, on devrait davantage parler de parcours de soins, d'épisodes de soins. Et donc, la question que je vais vous poser, évidemment, c'est: est-ce que vous seriez d'accord pour organiser une consultation post-hospitalisation pour les patients qu'on a en commun, à la condition, mais c'est toujours le cas bien évidemment, que vous ayez le compte-rendu de sortie et la lettre de liaison juste à disposition lors de cette consultation. Il n'y a pas de piège, le questionnaire est anonyme, mais c'est juste comme ça, à titre indicatif. De toute façon, on a l'impression que les patients viennent vous voir très rapidement et vous mettent parfois viennent vous voir le lendemain ou le surlendemain, parfois un peu trop tôt, et nous on n'a pas terminé la lettre de liaison, donc est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'uniformiser ça? Je vous laisse y répondre. Merci. Vous auriez pu dire non, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est un projet peut-être à mûrir et à discuter pour l'avenir. Donc ça, c'était la première étude. La deuxième étude, on parle de plus en plus, ce sont des questions de vos patients, de la e-cigarette, qui, je le rappelle, n'est pas vraiment un médicament, n'est pas un médicament, est un produit industriel. Et cette e-cigarette, en fait, on en vend de plus en plus. Et en parallèle à ça, vous savez qu'il y a le remboursement des substituts nicotiniques qui a été amélioré. C'était la fin du forfait à 150 € et depuis janvier 2019, sur prescription, tous les substituts nicotiniques sont remboursés à 65%. Et donc l'étude que je vais vous présenter s'est attachée à comparer, en termes d'efficacité de sevrage tabagique, la e-cigarette avec nicotine, puisqu'il est prouvé qu'avec nicotine, améliore davantage le sevrage tabagique que sans nicotine. Donc la e-cigarette avec nicotine versus le substitut nicotinique. Vous avez répondu de façon un petit peu contrastée. À 38% vous avez dit, à 39% vous avez dit que c'était faux. Eh bien c'est non, c'est plutôt l'inverse. Donc c'est un vrai essai randomisé contrôlé. Vous imaginez bien que ça ne pouvait pas se faire en aveugle. On ne pouvait pas faire en aveugle la e-cigarette versus les patchs ou les gommes. C'était une étude
faite en Grande-Bretagne avec des fonds nationaux, sans conflit d'intérêt à première vue. Et ils ont pris 450 patients dans chaque groupe. Ils les ont suivis sur plusieurs années. Leur critère principal de jugement était l'abstinence à 1 an, qu'ils évaluaient avec un questionnaire. Donc là, il y a des biais, c'est un peu déclaratif, c'est des biais de déclaration, mais ils dosaient le monoxyde de carbone chez les patients pour voir s'ils avaient fumé. Le problème, c'est qu'il y a aussi des faux négatifs de ce taux de monoxyde de carbone. Toujours est-il qu'un an plus tard, il y a 18% de sevrage dans le groupe avec e-cigarette versus 9,9% dans le groupe avec substitut nicotinique, dont la majorité était même en association. Vous savez que parmi les substituts nicotiniques, on recommande plutôt les associations, donc classiquement le patch plus la gomme. Donc ça me semble être un résultat intéressant à vous présenter. L'autre élément aussi intéressant, c'est que l'adhérence à la e-cigarette était plutôt bonne. Après, il reste des incertitudes, notamment sur les produits qui sont dans cette e-cigarette et leur toxicité à long terme, et ça, je crois qu'on manque clairement de données là-dessus. Troisième article, vous vous souvenez, je crois tous, de la présentation du professeur Grimprel qui est tombé pile poil en janvier 2018, date à laquelle les 11 vaccins obligatoires étaient à nouveau obligatoires ou étaient obligatoires en France. Et je trouvais que c'était l'occasion d'en reparler un petit peu à travers une étude qui a été publiée dans la revue Médecine et maladies infectieuses. Une étude qui a interrogé 1000 mamans via un questionnaire en ligne, là encore il y a des biais. Cette étude a été financée par l'Institut des mamans, et il faut que je vous dise que l'Institut des mamans est en partie financé par GSK qui produit des vaccins, donc il faut interpréter les chiffres éventuellement avec prudence. Toujours est-il que le message principal est plutôt positif, puisque effectivement les vaccinations contre l'hépatite B, contre le méningocoque et contre aussi le pneumocoque ont nettement progressé cette année, et surtout, évidemment c'était obligatoire, donc c'est normal que ça ait progressé, mais surtout c'est l'opinion des mamans qui était plutôt positive, qui semble s'améliorer, et ça, je ne sais pas si c'est un ressenti pour vous, si vous ressentez ça aussi au cabinet, mais voilà, il y a des chiffres qui montrent que ça a plutôt tendance, les mamans se trouvent plutôt mieux informées et acceptent mieux l'idée que leurs enfants se fassent vacciner. Alors moi, je vois un grand biais à cette étude, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, c'est qu'on n'interroge que les mamans. Je pense quand même qu'on pourrait aussi demander l'avis des papas, qui serait probablement le même, mais toujours est-il qu'il faudrait monter une étude parallèle. Voilà, j'en ai terminé, donc je reviens sur les 3 messages principaux. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir répondu avec une plus grande attention. J'ai noté le geste, je vous le promets. Voilà, il y en a même quelqu'un qui a répondu tout. J'ai tout retenu, alors ça je trouvais ça vraiment très sympa. Bon, il n'y a pas de précision derrière, on est d'accord. Et donc les principaux messages, c'est que pourquoi pas une consultation en post-hospitalisation dans les 7-14 jours, ça pourrait améliorer le taux de réadmission. Le sevrage tabagique par la e-cigarette semble être une bonne solution, et les premiers retours positifs de la réforme vaccinale. Je vous remercie beaucoup. On se voit au mois d'avril. On parlera des prescriptions médicamenteuses et de leurs dessous, et de la prise en charge d'une syncope. Merci beaucoup, au mois prochain.